bien curieux humanisme de Voltaire. La France est décidément un pays de paradoxes idéologiques. Le philosophe de l'époque des Lumières, auquel elle se réfère le plus souvent, apparaît de loin le plus ambigu quand on observe son héritage familial et social et les sources de revenus qu'il en retire. Alors concernant l'héritage familial, même s'il faut bien reconnaître que nul n'est responsable de sa propre naissance et de l'atavisme qu'il en reçoit, il n'est pas rare que de grands humanistes ont cependant tenté de s'en affranchir en prenant des positions totalement opposées à celles de leur milieu d'origine. Comme par exemple le poète Lecomte de Lisle, qui fut un des principaux soutiens à l'abolition de l'esclavage en France en 1848, alors que ses parents possédaient quelques dizaines d'esclaves à l'île Bourbon, future île de la Réunion, en 1848. Moins d'un siècle plus tôt, ce n'est pas du tout le cas de Voltaire, que l'on présente depuis 3 siècles pourtant comme l'un des pères des Lumières. Drôle de père. Lisons ce qu'il dit des Noirs. La race des nègres est une espèce d'homme différente de la nôtre. On peut dire que si leur intelligence n'est pas d'une autre espèce que notre entendement, elle est très inférieure. Ils ne sont pas capables d'une grande attention, ils combinent peu et ne paraissent faits ni pour les avantages ni pour les abus de notre philosophie. Ils sont originaires de cette partie de l'Afrique comme les éléphants et les singes. Ils se croient nés en Guinée pour être vendus aux Blancs et pour les servir. Voilà ce qu'il écrit. C'est dans Voltaire, Essai sur les mœurs, qu'il donc fait paraître à Genève en 1755. Et il poursuit. Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu'ils ne doivent point cette différence à leur climat, c'est que des nègres transportés dans les pays les plus froids y produisent toujours des animaux de leur espèce et que les mulâtres ne sont qu'une race bâtarde d'un noir et d'une blanche ou d'un blanc et d'une noire. Ils produisent toujours des animaux de leur espèce, vous avez bien noté, hein? C'est Voltaire. Et il poursuit. Nous n'achetons des esclaves domestiques chez les nègres et que chez les nègres. On nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître était né pour en avoir un. Voilà la position de Voltaire. Et on continue. Voyons maintenant ce qu'il dit à propos du servage, autre forme de servitude dont il profite tout autant sur ses propriétés en France. Voltaire se prétendit ennemi du servage, comme il s'était dit ennemi de l'esclavage. Il a écrit un texte à propos pourtant des serfs de Saint-Claude et du Mont-Jura, là où il avait des propriétés, en préambule au discours aux Welsh. Et par une lettre du 7 novembre 1764, un habitant de Saint-Claude, Joseph Romain Joly, le frère du maire, lui répondit qu'il se trompait et qu'il n'y avait pas de serfs dans son pays. Il démontra par citation de documents anciens que Saint-Claude était ville franche depuis longtemps et que le droit de main morte
n'y avait jamais existé. Lorsque les droits féodaux furent abolis dans la nuit du 4 août 1789, on s'aperçut que le défenseur des serfs virtuels de Saint-Claude, Voltaire, avait refusé d'émanciper les siens, qui pourtant étaient bien réels. La preuve se trouve dans les procès-verbaux de l'Assemblée constituante. Le grand philosophe, dans sa lettre à M. de Branle du 27 décembre 1758, se vante même de posséder un droit de haute justice qui permet au seigneur féodal de juger et prononcer toutes les peines sur son domaine, y compris la peine de mort. C'est Voltaire. Le philosophe en parle à propos d'un certain Grasset, avec qui il devait être en conflit. Et voilà ce qu'il écrit. « Il ne me reste plus que de le prier à dîner dans un de mes castels et de le faire pendre aux fruits. J'ai heureusement haute justice chez moi, et si M. Grasset veut être pendu, il faut qu'il ait la bonté de faire chez moi un petit voyage. » Donc M. Voltaire se réservait le droit de pendre ses invités. Dans une lettre à Thibouville du 28 mai 1760, il revient sur son droit de haute justice, en particulier de mettre quiconque au pilori. « On me reproche d'être comte de Ferney, écrit-il. Que ces gens foutres là viennent donc dans la terre de Ferney, et je les mettrai au pilori. » Voilà donc ce dont profitait, usait, abusait notre philosophe des Lumières. Ben maintenant, voyons ce qu'il pensait des Juifs. C'est aussi édifiant. Tous ces témoignages sont tirés d'un article du Point du 2 août 2012, donc ce n'est pas très vieux, qui en citait les sources. Je vais donc vous les donner au fur et à mesure. Alors, pour Voltaire, les Juifs sont haïs par leur faute. Et il écrit « Vous êtes frappés de cette haine et de ce mépris que toutes les nations ont toujours eu pour les Juifs ? C'est la suite inévitable de leur législation. Il fallait ou qu'ils subjugassent tout, ou qu'ils fussent écrasés. Il leur fut ordonné d'avoir les nations en horreur et de se croire souillés s'ils avaient mangé dans un plat qui eût appartenu à un homme d'une autre loi. Ils gardèrent tous leurs usages, qui sont précisément le contraire des usages sociables. Ils furent donc avec raison traités comme une nation opposée à toutes les autres. Les servant par avarice, les détestant par fanatisme, se faisant de l'usure un devoir sacré, et ce sont nos pères, écrit-il. C'est dans Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, chapitre C33 de l'état des Juifs en Europe, et c'est écrit en 1753. Selon Voltaire, les Juifs pratiquaient des sacrifices humains. Il n'est donc que trop vrai que les Juifs, suivant leur loi, sacrifiaient des victimes humaines, écrit-il. Cet acte de religion s'accorde avec leurs mœurs. Leur propre livre les représente égorgeant sans miséricorde tous ceux qu'ils rencontrent et réservant seulement les filles pour leurs usages. C'est toujours dans Essai sur les mœurs et l'esprit des nations de 1756. Pour lui, les Juifs n'ont pas de philosophie. Vous demandez quelle était la philosophie des Hébreux, écrit-il? L'article sera bien court, ils n'en avaient aucune. Leurs législateurs, même, ne parlent expressément en aucun endroit ni de l'immortalité de l'âme, ni des récompenses d'une autre vie. Les Juifs n'étaient attachés scrupuleusement dans les derniers temps de leur séjour à Jérusalem qu'à leur cérémonie légale. Celui qui aurait mangé du boudin ou du lapin aurait été lapidé, et celui qui niait l'immortalité de l'âme pouvait être grand prêtre. Donc ça, c'est dans le dictionnaire philosophique, article juif, 1764, c'est écrit par Voltaire.
Alors en plus, selon lui, ils seraient carrément les ennemis du genre humain, les juifs. Mon oncle était lié avec les plus savants juifs de l'Asie. Ils lui avouèrent qu'il avait été ordonné à leurs ancêtres d'avoir toutes les nations en horreur. Et en effet, parmi tous les historiens qui ont parlé d'eux, il n'en est aucun qui ne soit convenu de cette vérité. On trouverait plus de 100 passages qui indiquent cette horreur pour tous les peuples qu'ils connaissaient. Il ne leur était pas permis de manger avec des Égyptiens. Un juif était souillé et le serait encore aujourd'hui s'il avait tâté d'un mouton tué par un étranger, s'il s'était servi d'une marmite étrangère. Il est donc constant que leurs lois les rendaient nécessairement les ennemis du genre humain. Alors c'est écrit dans La défense de mon oncle en 1767 au chapitre 14. Et il continue, toujours sur les Juifs. Voilà ce qu'il écrit. Toujours superstitieux, toujours avide du bien d'autrui, toujours barbare, rampant dans le malheur et insolent dans la prospérité. Voilà ce que firent les Juifs aux yeux des Grecs et des Romains, qui purent lire leurs livres. Alors, si lui-même ne pensait pas ainsi, pourquoi aurait-il ressenti la nécessité de répéter ce genre de vision raciste? Et il continue. Si Dieu avait exaucé toutes les prières de son peuple, il ne serait resté que des Juifs sur la terre, car ils détestaient toutes les autres nations. Ils en étaient également détestés, et en demandant sans cesse que Dieu exterminât tous ceux qu'il haïssait, il semblait demander la ruine de la terre entière. Voilà la position de Voltaire. On continue. On ne voit au contraire dans toutes les annales du peuple hébreu aucune action généreuse. Ils ne connaissent ni l'hospitalité, ni la clémence. Leur souverain bonheur est d'exercer l'usure avec les étrangers. Et cet esprit d'usure, principe de toute lâcheté, est tellement enraciné dans leur cœur que c'est l'objet continuel des figures qu'ils emploient dans l'espèce d'éloquence qui leur est propre. Leur gloire est de mettre à feu et à sang les petits villages dont ils peuvent s'emparer. Ils égorgent les vieillards et les enfants, ils ne réservent que les filles nubiles, ils assassinent leurs maîtres quand ils sont esclaves, ils ne savent jamais pardonner quand ils sont vainqueurs, ils sont ennemis du genre humain, nulle politesse, nulle science, nul art perfectionné dans aucun temps chez cette nation atroce. Voilà la vision que Voltaire a des Juifs. Je ne mets aucune appréciation sur sa vision, mais je fais le constat de sa vision. Alors, à quelle époque se réfère-t-il pour porter un tel jugement sur les Juifs? Pourquoi a-t-il cette haine des Juifs? Eh bien, sans doute parce qu'il était actionnaire de la Compagnie française des Indes, qui accusait les prêteurs juifs de l'avoir ruiné. Quand le banquier écossais Law, nouveau ministre de Louis XV, créa la deuxième compagnie, qu'il ruina également, il rendit par une ordonnance de 1723 l'esclavage légal dans toutes les colonies françaises. Jusqu'à cette date, le Code noir, créé en 1686 par Colbert, n'était applicable qu'aux Antilles. Cela, Voltaire ne pouvait l'ignorer. Essaie-t-il de s'en justifier en portant à l'encontre des Noirs les jugements si négatifs que je viens de vous citer plus devant? Eh bien, pour conclure, je dirais que Voltaire, si on doit louer la valeur de ses écrits, car il écrit bien, n'avait rien d'un philosophe dit éclairé. Il était à l'image de son temps, le XVIIIe siècle, qui ne voyait dans l'humain différent, soit par la couleur de peau, soit par les mœurs, qu'un être secondaire par rapport à la prétendue supériorité de la civilisation occidentale blanche.